Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait grincer beaucoup d'annonceurs. C'est les clics inutiles sur Google Ads. Et du coup, aujourd'hui, on a Benjamin qui va nous en parler un petit peu mieux. Yes, salut Inès. Merci d'être disponible pour ce podcast. Alors, pour t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les clics inutiles sur Google Ads, c'est tous les clics qui sont générés sur Google Ads pour un annonceur qui, dans 100% des cas, ne généreraient pas de valeur. Donc, je m'explique, c'est des clics qui sont normalement évitables la plupart du temps, pas à 100%, mais à 90%, et qui, en fait, sont payés par l'annonceur et qui génèrent un trafic non qualifié sur son site. Donc, quoi qu'il arrive, n'aurait jamais généré de valeur, donc ni d'achat, ni de soumission de formulaire, ni de prise de contact. Donc, les dés sont un petit peu pipés quand on a des clics inutiles parce qu'en fait, on a 100% de chance de ne pas y arriver. Ok, donc déjà, on va commencer par les causes internes. Première catégorie, c'est les mauvais placements. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Google il choisit ses placements et surtout pourquoi est-ce que des fois ça dérape? Ouais, carrément. En fait, ça, c'est une très bonne question. En fait, déjà, c'est quoi un mauvais placement sur Google Ads? Google Ads, en fait, il diffuse sur plein de réseaux différents au niveau de la publicité. Il diffuse sur le réseau Search, sur le réseau Display, sur YouTube, etc. Donc, en fait, il y a des bons placements et des mauvais placements. Et par défaut, Google est hyper permissif. Donc, en fait, il a tendance à diffuser le plus possible partout parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est nous prendre le plus d'argent possible, bien qu'il faut que ça soit rentable pour nous, évidemment. Mais il se laisse le plus d'opportunités possibles de diffusion, ce qui est assez logique. Donc, en mauvais placement, les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est sur une campagne search. Quand on lance une campagne search avec les paramètres par défaut, on a activé par défaut les partenaires sur le réseau de recherche et le réseau display. En fait, ça signifie qu'au-delà de Google Search tel qu'on le connaît aujourd'hui, on va diffuser sur des moteurs de recherche autres partenaires, type Orange, voilà, des moteurs qui sont pas terribles. Et les partenaires réseau display, c'est le réseau display de Google. Donc, en fait, il va diffuser nos annonces search sur le réseau display qui n'est pas quali non plus pour de la conversion. Quand on fait du search, on cherche normalement du bas de funnel et de la conversion, pas forcément de l'awareness. Donc la diffusion sur le réseau display n'est pas forcément appropriée. Donc c'est pas une généralité que je fais. Ce que j'observe dans 95% des cas, c'est qu'il faut les désactiver parce que ça nous pompe de l'argent pour rien. Pour le voir sur un compte Google Ads, c'est très simple. On va dans segmenter, réseau de diffusion, et en fait vous allez voir le nombre de clics, le coût, le nombre d'impressions sur les partenaires sur le réseau de recherche et le réseau display. Globalement, si vous avez zéro conversion et une fuite budgétaire de ce côté-là, il faut les désactiver. Voilà, donc ça c'est un premier mauvais placement qui me vient à l'esprit. Le deuxième mauvais placement, c'est si vous faites de la PMax, demande gen, display, etc. Tout ce qui est appli mobile, ça c'est des placements dégueulasses. Vous le savez, puisque quand vous utilisez une appli mobile, vous avez l'espèce de pop-up, les clics involontaires sur des publicités, etc. Donc globalement, c'est du trafic hyper spammy, ça coûte beaucoup d'argent, ça ramène pas de valeur. Donc il faut vachement filtrer soit les types d'appli mobiles, soit couper complètement les applis mobiles. Voilà, il y a d'autres placements qu'on peut exclure au cours du temps sur Google Ads, mais ça, c'est les principaux. Et déjà, vous allez éliminer un bon 20% de dépenses inutiles là-dessus. Ok. Et tu as un exemple concret d'une situation où ces mauvais placements ils ont pu siphonner? Alors, j'ai un exemple concret, c'est qu'en fait, tous les comptes sont touchés. La majorité des comptes qu'on a là à l'agence sont touchés par ces fuites budgétaires parce que la plupart du temps, les clients ou les agences laissent activer ces options sans vérifier en fait les fuites budgétaires. Et moi, de mon côté, j'ai un exemple quand même où ces options-là étaient bénéfiques pour le client. Voilà, donc je ne vais pas le citer, mais on avait des conversions sur le réseau display et pas du tout sur le réseau search classique de Google avec cette option activée et on a eu des conversions. Donc, je ne fais pas une généralité, mais 9 fois sur 10, il vaut mieux les désactiver. Ok. Et quand tu prends en charge un compte, est-ce que c'est la première chose que tu analyses dans ta stratégie? Alors, il y a plein de choses que j'analyse, mais en tout cas, oui, les mauvais placements, ça fait partie des top prio. Et est-ce qu'il y a des signaux d'alerte de ces mauvais placements? Alors, des signaux d'alerte, il n'y en a pas forcément. C'est pour ça que c'est insidieux. Globalement, la plupart des comptes en fait, ont des choses activées qu'ils ne voient même pas et où il y a des fuites budgétaires. Le seul moyen de voir en gros ces problèmes-là, c'est d'analyser dans le détail. Donc, vous avez plein d'options sur Google Ads, Looker Studio, GA4 pour segmenter, en fait, ventiler les sources de trafic à l'intérieur de Google Ads, donc par placement. Donc, par exemple, YouTube, Display, les types de sites sur Display, les apps mobiles, les types d'apps mobiles, les différentes apps mobiles, etc. Et ou s'il y a le réseau de recherche partenaire et réseau display activé. Donc, dans Google Ads, vous avez des outils très très simples en fait pour ventiler les sources de trafic et identifier tout de suite les fuites. Ce qui est assez fou, c'est que très peu, même d'experts SEA, le font ou vérifient ça. Donc, il y en a plein qui lancent des comptes sans vérifier ce type de fuite budgétaire. Ok. Et est-ce que ce problème il vient juste du réseau display ou ça peut venir aussi du réseau de recherche? Non, ça vient du réseau display principalement et aussi du réseau de recherche partenaire, mais pas le réseau de recherche Google, parce que c'est des moteurs de recherche autres. Donc, il y a plein de partenaires de Google en fait, qui peuvent diffuser les annonces Google sur leur moteur de recherche. Et le trafic est pas du tout qualifié, 9 fois sur 10 encore une fois. Et du coup, une autre source interne, c'est les requêtes qui sont trop larges.
Est-ce que c'est encore un problème aujourd'hui en 2025 puisque Google, lui, parle plutôt de pertinence et de smart bidding? Oui, tout à fait. Alors en fait, le smart bidding, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le CPA cible ou le max conv avec ou sans roi cible. La promesse de Google, c'est globalement les mots-clés sont de moins en moins importants. Ils encouragent au ciblage large et en gros, l'algorithme doit se débrouiller pour trouver les bonnes requêtes pour votre cible et donc obtenir un bon ROAS ou un bon CPA. Dans la réalité, c'est pas encore le cas. Ça le sera peut-être dans le futur. Si on lance un compte, je recommande toujours de lancer un compte en mots-clés exacts, c'est-à-dire on cible exactement les mots-clés sur lesquels on veut placer nos publicités parce que tout simplement, c'est le seul moyen d'avoir un trafic qualifié bien filtré dès le début, pour avoir un bon profil de conversion. Et on peut par la suite ouvrir le ciblage, donc en expression exacte ou en requête large, mais avec du smart bidding et des listes de mots-clés exclure. En gros, concrètement, ce que je vois habituellement sur les comptes, c'est des gens qui lancent en requête large avec du smart bidding. Donc ça peut fonctionner, on peut avoir un bon CPA, un bon ROAS. Par contre, pareil, ils ont des placements inutiles avec des fuites budgétaires assez importantes. Tout simplement, si je cible pantalon et je vends des pantalons en requête large, ça peut être comment réparer mon pantalon. Ça n'a rien à voir avec mon e-commerce. Pourtant, je vais être affiché dessus, je vais avoir une publicité. Donc en gros, le but pour identifier ces fuites budgétaires et les arrêter, c'est de regarder l'insight sur les termes de recherche régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, ça dépend du budget, pas besoin d'être parano là-dessus, mais globalement, une fois que tu regardes les insights sur les termes de recherche, tu vas identifier plein de mots-clés ou de requêtes inutiles, par exemple gratuit, avis, forum ou des thématiques qui n'ont rien à voir en fait avec ce que tu vends, ce que tu proposes. Et en fait, il faut faire des listes de mots-clés exclure au niveau de la campagne ou au niveau de ton compte directement pour que ça soit exclu sur toutes les campagnes. Ça, pareil, on parlait tout à l'heure des placements par défaut de Google Ads. Là, pareil, c'est des placements par défaut de Google Ads hyper permissifs parce qu'on est en requête large. Donc, Google sait très bien ce qu'il fait. Lui, il tâtonne un petit peu sur plein de poches sémantiques pour essayer de trouver la bonne cible. C'est normal qu'il aille sur des poches qui sont inutiles, mais c'est à nous de le guider, y compris en smart bidding, pour éviter de dépenser dans le vide. Voilà. Et ça, c'est des fuites budgétaires énormes. Ça peut être 20-30% de budget gaspillé chaque mois sur des requêtes larges non filtrées avec des listes de mots-clés exclure. Ok. Et on entend souvent maintenant que les mots-clés en requête large, ça fonctionne très bien avec l'IA actuellement. Est-ce que c'est vrai ou... Alors oui, ça fonctionne de mieux en mieux. En fait, si tu veux, à l'époque, on était il y a 10 ans sur Google Ads sur des stratégies entièrement manuelles. On avait des CPC max par mot-clé, même sur Google Shopping, donc par produit. Et en fait, le boulot d'un média buyer, c'était systématiquement, il se levait le matin, il regardait le compte et il y avait des ajustements très techniques et micro sur le compte à réaliser. J'ajuste le budget, j'ajuste l'enchère, je vérifie les enchères de mon concurrent. Et en gros, c'était une bataille de visibilité et d'enchères, mais tout était manuel. Aujourd'hui, l'IA de Google permet de faire ce qu'on appelle du smart bidding, c'est tout est en pilote automatique. Donc, le média buyer, globalement, il a plus besoin de cette technicité sur l'outil. Il setup des campagnes, elles sont pilotées automatiquement par Google. Par contre, lui, il a un droit de regard et de contrôle sur ce que fait l'outil. Donc, il doit contrôler en temps réel les décisions de l'algorithme. Donc, par exemple, sur quelle requête il se place, est-ce qu'il respecte bien les exclusions, etc. Faire des ajustements. Ça, à terme, ça va progressivement disparaître, c'est-à-dire que tout va être automatisé avec l'IA. Et donc, le métier de média buyer, il disparaît pas, sauf qu'il se transfère entre technicien sur Google Ads méticuleux à stratège business d'entreprise sur les différentes campagnes. Donc, en fait, notre boulot, c'est plus de passer notre temps sur le setup des campagnes et des optimisations. Ça, on laisse là, ça à l'IA. Par contre, notre boulot, c'est de discuter avec le client sur sa stratégie business, donc son positionnement de prix, sa ventilation, sa segmentation, justement ses fuites budgétaires, qui est sa cible, ses personas, etc. Et plus on va avancer dans le temps, plus tout va être automatisé sur Google et Meta, et plus notre job, ça va être un accompagnement stratégique, créatif, business pour les clients. Voilà. C'est pour ça que l'ancienne génération des SEA managers, soit ils se sont adaptés, donc ils ont muté au niveau de leur poste, soit ils ont disparu. Et les nouveaux, en fait, les meilleurs, sont ceux qui sont des très bons stratèges en entreprise. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer l'importance des mots-clés négatifs? L'importance des mots-clés négatifs, en fait, déjà, c'est quoi un mot-clé négatif? C'est un mot-clé qu'on exclut en fait de notre ciblage. Donc, encore une fois, par exemple, je vais reprendre mon exemple de pantalon. Si je cible, j'ai un magasin de pantalons et que je cible le mot-clé en requête large pantalon et que j'apparais sur comment réparer mon pantalon, et ben, tout ce qui est lié au mot-clé réparer, donc réparer, réparation, combler un trou, tu vois, tricoter, j'en sais rien en fait, tout ce que peuvent taper les gens. Je vais faire des listes de mots-clés à exclure, donc soit en exact, soit en expression, soit en large, en fonction de la stratégie. Plus on est précis, plus on affine bien, mais ciblage reste permissif. Donc l'idée, en gros, si tu veux, c'est que la stratégie de mots-clés exclure te permet d'économiser de l'argent sur toutes les requêtes inutiles. Donc c'est hyper utile, ça le sera peut-être moins dans le futur, mais aujourd'hui la promesse de Google de dire on peut tout ouvrir les vannes, tout laisser gérer par l'IA, c'est complètement faux à l'heure d'aujourd'hui.
OK. Et est-ce que tu peux nous expliquer, pardon, comment toi tu construis une stratégie, une stratégie de mots-clés négatifs? Alors moi, c'est très simple. Quand je lance un compte, déjà, je suis en max click, je suis en mots-clés exact, donc il y a 0 mots-clés exclure, puisqu'en fait, je gère directement les mots-clés sur lesquels je veux diffuser, vraiment mot-clé par mot-clé. Donc je fais des stratégies très exhaustives, très granulaires, même si le mot-clé exact est de plus en plus permissif. Donc ça, on pourra en reparler. Mais concrètement, avec les listes de mots-clés exacts, normalement, on est assez protégé de ce trafic peu qualifié. Une fois que j'ai un profil de conversion sur le compte, que les campagnes tournent bien en manuel, que je sois rentable ou non, peu importe, hein, il faut avoir un volume de conversion suffisant pour avoir un profil de conversion. Dans ce cas-là, je switch sur une stratégie intelligente. Donc, par exemple, CPA cible, ROAS cible, peu importe, en gardant les mots-clés en exact. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a toujours un trafic très qualifié, mais cette fois-ci, on est en smart bidding. Donc normalement, les performances s'améliorent. Donc on devrait être break-even ou légèrement rentable. Et au fur et à mesure du scale du compte, je vais ouvrir le ciblage. Donc évidemment, je vais faire un tri de mots-clés pour garder les meilleurs. Je vais ouvrir le ciblage. Donc moi, la plupart du temps, je ne fais pas d'expression exacte, même si c'est très bénéfique. Je passe directement en large. Et une fois que je passe en large, je laisse tourner, on va dire, une semaine, 2 semaines, ça va dépendre du budget du client. Parfois un mois, c'est un petit budget. Et une fois que j'ai l'insight sur les termes de recherche, je vais prendre par exemple 10 000 termes de recherche qui ont déclenché mes annonces. Je vais en trouver au moins 20 ou 30%, donc je les exporte sur Google Sheet et je regarde directement les patterns en fait qui ne fonctionnent pas pour le business de mon client. Par exemple, tout ce qui va être gratuit, avis, comparaison, forum ou des requêtes qui sont complètement hors cible, je vais les ranger dans des poches. Je vais faire des listes de mots-clés exclure avec des patterns en fait à l'intérieur et je vais les importer la plupart du temps sur le compte directement et pas par campagne. C'est le plus rapide à faire. Après, si on veut vraiment être méticuleux, mais ça n'a pas énormément d'impact à part thématique ou si tu es sur plusieurs pays, les mettre par campagne. Donc la plupart du temps, je fais des listes de mots-clés exclure en exact directement au niveau du compte et je fais une grosse liste en fait que j'alimente et que j'update toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. OK. Et tu as un exemple de cas concret, avec un client où, ces, mots-clés négatifs, ils ont pu impacter, vraiment? Ah tous les comptes, hein, tous les comptes. Systématiquement, à part les comptes qui restent en exact, où on a pour l'instant encore besoin de faire des listes de mots-clés exclure, ou très peu, tous les comptes sont impactés et globalement, ce que j'observe, c'est une amélioration des performances de l'ordre de 20 à 40% en fonction, voilà. En gros, je dirais, enlever tous les mauvais placements, ça va être entre 10 et 20%. Les listes de mots-clés exclure, ça va être entre 20 et 30%. Donc là, déjà, vous voyez que vous avez des énormes économies à faire en termes de budget sans dénaturer les performances de votre compte. Au contraire, on va les améliorer parce qu'au-delà de dépenser moins sur ce qui est inutile et baisser donc les CPA, améliorer le ROAS, etc., en plus, vous éduquez mieux l'algorithme à cibler les prochaines personnes puisqu'il ne va plus aller sur ces poches qui sont mauvaises. Donc, c'est un cercle vertueux. Plus on guide l'IA de Google dans le ciblage, plus elle va cibler correctement. Et donc, ça va fonctionner. Et surtout, ça permet de scaler sans trop dégrader les performances. Et enfin, une question sur les fuites budgétaires en e-commerce. C'est quoi, concrètement ces fuites, généralement? Ouais, alors c'est une très bonne question. Donc là, on a parlé plutôt de la lead gen, hein, tout ce qui est dépannage, etc. Donc, c'est pas forcément des business e-commerce, évidemment. Pour les e-commerce qui pensent être moins touchés, en fait, il y a tout autant de fuites budgétaires. Elles sont beaucoup plus sournoises. Je vais t'en citer 2 principales. La première, c'est au niveau du compte. Je vois très souvent en fait des flux qui sont pas triés, des flux Merchant Center qui sont pas triés dans les campagnes shopping ou Pmax. Donc globalement, on mélange tous les produits, on diffuse, on essaie d'avoir un ROAS à peu près bon, par exemple de 3 ou de 4. Bon là, vous avez plein de fuites budgétaires. La première fuite, c'est que déjà, il faut segmenter son flux produit par marge. Quand tu as un e-commerce avec 10 000 produits, tes marges sont différentes entre par exemple un scotch ou un énorme produit à 2 000 euros. Donc en fait, il faut segmenter par type de marge. Donc moi, la segmentation que je recommande minimum, c'est marge faible, marge moyenne, marge forte, pour savoir un peu notre niveau de marge, et les ROAS break-even correspondants. Donc globalement, au minimum, il faut 3 Pmax par marge, donc une pour marge faible, marge forte et marge moyenne, avec un target ROAS différent évidemment en fonction de la marge, que ça se calcule hein, avec les coûts directs, indirects, hein, on peut le faire ensemble. Et les e-commerce qui font ça, donc une segmentation par marge, par marque, par type de produit, c'est toujours la même logique, mais juste qui pilote en fait à la marge finalement, et pas forcément au ROAS moyen. Il y a une autre fuite budgétaire beaucoup plus sournoise, et celle-là, elle est peu connue des SEA managers et même des gérants de business. C'est qu'à l'intérieur de ta campagne, donc on va prendre par exemple une campagne marge forte, tu as 200 produits. Ton ROAS, il est de 4. Ton ROAS moyen de 4, tu te dis parfait, je suis rentable. En fait, je sais que je dépense 1 000 euros, je fais 4 000 euros de chiffre d'affaires. C'est mon objectif sur la marge forte. Tous les produits sont alignés, c'est bon. Eh ben non. En fait, c'est une moyenne de ROAS que Google te donne. À l'intérieur, si tu ventiles par produit, tu as des produits qui vont avoir des ROAS de 9, des produits qui vont avoir des ROAS de 2, des produits qui vont avoir des ROAS de 0. Et en fait, tu as des fuites budgétaires. Donc, au-delà de ta moyenne, il faut regarder la moyenne de ROAS par produit. Et donc, soit les traiter différemment, ces produits, donc les mettre dans d'autres campagnes, soit les exclure, soit au contraire les pousser. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas regarder que le ROAS au niveau du compte, le regarder déjà au niveau des campagnes ventilées, mais aussi le regarder au niveau des produits dans les campagnes.
Et là, seulement, tu pourras dire, OK, j'ai un ROAS de 4 et je suis sûr que tous mes produits sont entre 3,5 et 4,5. Il y a des grosses disparités. En fait, ta moyenne est faussée et tu perds de l'argent concrètement sur plein de ventes de certains produits qui vont avoir un ROAS de 1,5 et tu le vois même pas. Voilà. Et je sais qu'il y a des outils en ligne aussi pour scanner ça, analyser ça. Bon, un export sur Google Sheets suffit, hein. Tu fais un mois de data, tu exportes, tu tries par ROAS. Les plus hauts, éventuellement, tu peux les mettre dans des poches avec des target ROAS encore plus élevés. Et les plus bas, soit tu les exclus, soit tu montes tes prix, soit tu te débrouilles en gros pour être rentable. C'est des ventes qui te font perdre de l'argent. Ok, et on va passer maintenant à la partie plus externe, et on va commencer par un sujet qui est un petit peu tabou. Les concurrents, qui cliquent volontairement sur les pubs. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment vrai? Ouais, tout à fait. Alors en fait, déjà là, on vient de voir un petit peu les causes internes qui sont plus liées au paramétrage Google Ads. Et en gros, donc les fuites budgétaires qu'on peut identifier directement sur l'outil avec des actions. Les fuites externes budgétaires, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on nous l'impose. C'est-à-dire, on peut avoir un compte parfaitement optimisé, les bons placements, les listes de mots-clés exclure, les bonnes zones géographiques, les bonnes dates et heures. Enfin, vraiment, voilà, on a le compte aux petits oignons. Et ben, on peut encore perdre de l'argent avec des clics inutiles et cette fois-ci provoquer de l'extérieur. La première cause que j'ai vue et que j'ai observée, c'est des concurrents qui cliquent sur tes pubs. Alors ça, attention, pas besoin de faire le truc hyper alarmiste. Ça arrive très rarement sur la plupart des comptes puisque les CPC sont bas. Typiquement, je vais avoir un e-commerce, mon par clic est à 30 centimes. Tu te doutes bien que mon concurrent, il va pas passer sa journée à cliquer pour me faire dépenser 30 centimes par clic, surtout si j'ai plusieurs milliers d'euros par jour. Globalement, je m'en fous un petit peu, on va dire, et puis même lui, il va pas passer sa journée à faire ça. Donc, je l'ai vu, moi, sur des verticales où les CPC sont très élevés. Je vais te donner un exemple. Dans le dépannage, sur l'Île-de-France, dépannage plomberie, électricité, serrure, les coûts par clic peuvent atteindre le soir, ce que j'ai observé, entre 50 et 70 euros le clic. Et dans ce cas-là, ton concurrent qui veut te faire dépenser de l'argent dans le vide, il clique sur tes pubs et là, ça coûte 70 euros. D'accord ? Donc, s'il clique plein de fois avec un VPN, etc., il va cramer ton budget de la soirée et puis lui apparaître devant toi. Voilà. Donc en fait, dans des milieux, alors il n'y a pas que le dépannage, mais dans des milieux où les CPC sont très élevés, les concurrents ils peuvent être tentés d'aller cramer du budget. Et là, pour le détecter niveau Google Ads, c'est très compliqué. Il y a des solutions, on va en parler après. C'est quand même très compliqué. Donc voilà, en gros, oui, des concurrents peuvent cliquer sur vos pubs si vos CPC sont très élevés, donc au-dessus de 5, 10, 15, 20 euros. Là, c'est sûr qu'il y en a qui cliquent sur vos pubs. Et plus on a un petit budget, plus on est impacté. Parce qu'en fait, avec les mauvais clics, on arrive vite à notre maximum, en fait. Et donc, les campagnes arrêtent de diffuser. Ok. Et est-ce qu'il y a des signes, du coup, avant-coureurs un peu de tout ça ou comment Il y a des solutions. Alors, pour l'identifier, tu vas en fait dans les colonnes Google Ads de tes campagnes. Tu as une option qui s'appelle clic incorrect. Qui te permet de voir le nombre de clics que Google a détecté comme incorrect. Google ne détecte pas tous les clics incorrects, mais ça peut donner un ordre d'idée. Par exemple, si tu as 1000 clics et que tu en as 250 incorrects, tu as une attaque en fait sur tes campagnes. Tu sais qu'il y a une portion de trafic assez importante détectée par Google comme pas bonne. Alors, les clics incorrects ne sont pas facturés par Google. D'office, il te les déduit de sa facturation, mais ça te donne un très bon indicateur. Si tu as 250 clics incorrects sur 1000, en réalité, tu en as beaucoup plus que ça, peut-être 500 ou 750. Donc, en priorité, il faut déjà regarder cette colonne-là. Et est-ce qu'il y a des robots qui cliquent sur ces pubs? Faire ça en masse? Alors oui, en fait, si tu veux, comme je te disais, le clic manuel, déjà c'est long, c'est chiant, ça fonctionne que pour des comptes qui ont des très hauts CPC, donc globalement, c'est pas scalable si la personne veut vraiment t'embêter. Globalement, du coup, qu'est-ce qui a été développé? C'est des robots qui font ça en masse, et là, c'est beaucoup plus embêtant. Concrètement, c'est des robots qui vont aller sur Google, qui trouvent tes publicités, qui vont cliquer dessus, qui vont même parfois soumettre un formulaire ou faire semblant de cliquer sur un appel pour que le trafic ne soit pas identifié comme un clic incorrect sur Google, donc c'est ce que je te disais. Et dans ce cas-là, ça peut être un massacre, puisque le fameux clic à 30 centimes que tu vas pas t'embêter à faire à la main, tu peux le faire 1000 fois en 1 heure avec des robots. Donc moi, j'ai déjà vu des comptes sur plein de verticales, pas que le dépannage, qui subissaient des attaques de farms de robots sur leurs annonces et ça faisait exploser le budget. Et le pire, c'est que Google détecte pas forcément cette part trafic. Ils vont en détecter une partie, mais il peut te facturer 1000, 2000, 3000 dans la journée de pubs, juste de bots en fait qui cliquent. Et est-ce que les remboursements de Google, ils sont suffisants selon toi? Alors, c'est pas des remboursements. Globalement, Google en fait déduit directement de sa facturation, donc il ne te prélève pas les clics inutiles. Par contre, il y a une solution pour se faire rembourser les clics que Google détecte pas. Alors, c'est pas parfait, mais ça fonctionne assez bien. C'est Clickease. En fait, Clickease, c'est un service que tu viens plugger sur Google Ads, que tu viens plugger sur ton site et qui a développé une technologie plus poussée que Google pour détecter justement ces farms de robots, ces concurrents qui cliquent, etc. Donc, bref, en fait, comment ça fonctionne? Clickease va scanner tout le trafic sur tes publicités, tout le trafic qui arrive sur ton site.
S'il estime que c'est un robot, il va ban l'IP de ce robot, d'accord, et ban le pattern de ce robot, donc ils ont des technologies, et il va l'insérer dans les exclusions d'adresse IP de la campagne Google Ads concernée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que toi, si tu es un concurrent qui s'amuse à cliquer sur ma pub, tu vas cliquer une fois, il va détecter que tu es un concurrent, il va ban ton IP, et donc tu ne pourras plus voir ma publicité. D'accord, ça va plus loin que ça, hein, c'est pas que basé sur l'IP. Par contre, le premier clic du robot ou de la personne, il risque d'être comptabilisé si Google ne le détecte pas, parce que Clickies, en fait, vient après. Dans ce cas-là, en fait, c'est très simple. Tu as des reporting Clickies officiels qui te disent, avec des logs, date, heure, IP, toutes les détections de robots que tu as. Tu as un formulaire en ligne sur Google Ads qui te permet de soumettre ce fichier, ils ont l'habitude, et tu décris ton problème. J'ai dépensé 25 000 euros sur le trimestre, j'ai 10 000 euros de clics qui sont liés à des robots, des concurrents, enfin qui sont pas bons. J'ai la preuve avec Clickies, voici des exports, et eux te font un avoir, en fait, ou un remboursement de ce montant-là, et globalement, ça fonctionne assez bien. J'obtiens très souvent des remboursements pour mes clients dans ces cas-là. Donc, oui, dis-moi. Ces outils, c'est indispensable du coup selon toi? Pas forcément indispensable. En fait, il y a deux choses. Si vous êtes sujet à être sur des verticales qui sont susceptibles d'avoir des attaques, là, c'est indispensable. Et surtout, il faut faire des demandes de remboursement. Et encore une fois, c'est pas parfait, hein. Il y a quand même des choses qui vont passer. Mais globalement, Clickies, plus sa sécurité Google Ads, plus ses demandes de remboursement, vous êtes protégé, je pense, à 60-70%. Il y aura toujours un petit peu qui passe. C'est un petit peu comme les exclusions géographiques. C'est pas parfait, c'est pas hermétique. C'est normal, on est dans l'informatique. On peut pas avoir un truc parfait à 100%. Mais globalement, ça protège quand même beaucoup mieux que si on n'avait rien. Par contre, si vous êtes sur un business où globalement votre taux de clic incorrect est très faible, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de type d'attaque sur Google Ads sur ce business-là. Dans 90% des cas, les gens ne sont pas forcément touchés, surtout sur des petits budgets. Donc là, pas besoin d'installer Clickies, de mettre des frais, etc. Voilà, il faut vraiment l'installer quand on a un doute. Et quand on a un doute, c'est très simple, il faut regarder la colonne clic incorrect. Un autre point qui est intéressant, c'est la diffusion au mauvais moment. Comment est-ce qu'on identifie les bonnes plages horaires qui sont stratégiques pour nous? Alors ça, pareil, il y a très peu d'annonceurs qui le font en pensant que le smart bidding en fait va tout gérer, c'est-à-dire qu'il va gérer les heures, les dates, les zones, etc. C'est pas totalement vrai. En fait, ce qu'il faut déjà dans un premier temps, c'est laisser tourner bien sûr 24/24, 7 jours sur 7, sauf exception, et regarder un petit peu les tendances qui s'en dégagent quand on a suffisamment de data. Concrètement, très souvent, par exemple sur du B2B, on va exclure le week-end, les jours fériés, la nuit, ou des plages de dates horaires qui sont très performantes. On va mettre plus d'enchères dessus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs écoles. La première école, c'est de dire on laisse le smart bidding gérer, je mets un gros budget et il se débrouille. Et la deuxième école, c'est le smart bidding est pas parfait, on va l'accompagner sur les bonnes plages de date, les bonnes plages horaires, etc. Ça, c'est du sur-mesure, ça dépend de tous les business. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ça peut faire économiser pas mal d'argent. C'est une cause externe et interne du coup, parce que externe, ça s'impose à nous vis-à-vis du trafic qu'on peut avoir, des saisonnalités, etc. Et interne, parce que c'est un réglage en fait qu'on peut faire sur Google Ads directement. Donc concrètement, moi j'aurais tendance à dire, une fois qu'on a suffisamment de data, il faut analyser les bonnes plages de date. Donc par exemple, est-ce que lundi est un très bon jour, vendredi un mauvais, les bonnes plages d'heure, est-ce que le matin on est très bon ou très mauvais, la nuit ça sert à rien parce qu'on a des mauvais clics, etc. Et quand même faire ces ajustements pour guider l'algorithme en faisant soit des exclusions, soit des ajustements d'enchères. Ok, du coup concrètement, tu recommanderais quoi? Plutôt de couper les plages ou de... Pas dans un premier temps. En fait, moi, ce que je recommanderais dans un premier temps, c'est y aller par palier. Donc, faire des ajustements d'enchères, donc booster les enchères sur les moments les plus importants qui fonctionnent bien, diminuer les enchères sur les moments qui sont moins importants qui fonctionnent moins bien. Si on voit que ça suffit pas, on peut tester, on peut s'amuser. On coupe carrément, on exclut les plages qui sont pas bonnes, donc les jours qui sont pas bons ou les heures qui sont pas bonnes. Ça après, c'est du sur-mesure. Je peux pas donner un conseil universel. Je recommanderais plutôt d'y aller par palier pour pas trop casser l'algorithme avec des exclusions trop fortes dès le début. Et pour passer à une dernière source externe, est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent... Il y en a plein, même des causes internes ou externes, il y en a plein, des fuites budgétaires, globalement il peut y en avoir plein, on pourrait faire 10 podcasts là-dessus. Ce que j'observe en fait très fréquemment, c'est des gens qui n'excluent pas la brand de leur campagne, donc ils laissent leur nom de marque. Quand tu as un nom de marque très connu et que tu n'exclus pas ton nom de marque des campagnes search, Pmax, peu importe le type de campagne ou shopping, globalement Google il va au plus simple, donc il va aller sur des clients qui te connaissent déjà, tu vas avoir des ROAS hyper haut mais artificiel, tu vas générer aucune croissance au niveau de ton chiffre d'affaires et de ta rentabilité ou très peu, et tu t'en rends pas compte parce qu'en fait c'est une fuite budgétaire qui est impossible à déceler si tu mets pas les mains dans le cambouis. Donc en type de fuite budgétaire, je te recommanderais de splitter évidemment la brand de la non-brand, le parc client de l'acquisition, en fait vraiment d'avoir une stratégie. On peut faire du retargeting, on peut cibler la brand, mais juste de l'identifier, de l'isoler des performances. Ça, c'est un exemple. Après, il y en a plein d'autres. On fera peut-être une deuxième vidéo là-dessus. Et je t'ai donné quand même les principales sources de mauvais trafic.
Et maintenant qu'on a parlé du coup d'un petit peu de toutes les causes, on va parler des solutions, c'est aussi ce qui est important. Si tu avais plutôt une méthodologie simple pour réduire ces clics inutiles, qu'est-ce que ça serait? Alors déjà, en premier, si vous avez un budget, enfin si les gens qui nous écoutent ont un budget de plus de 3 000 € par mois, je recommande tout de suite d'être accompagné par un expert. Pas forcément moi, mais d'être accompagné par un expert, puisqu'en fait, au-delà de 3 000 € par mois, le budget, s'il est géré par vous en interne, pas correctement, et que vous voulez juste économiser en fait les honoraires d'un expert, vous allez les perdre en budget mal investi. Je vais donner un exemple. Si les 3 000 € sont mal investis, c'est 3 000 € à la poubelle. Alors que si on paye un expert 1 000 ou 2 000 € par mois en plus de ces 3 000 €, c'est 5 000 € bien investi parce qu'on a des clients. Donc, il ne faut pas chercher à faire des petites économies quand on met 3, 4, 5 plus 1 000 € sur Google Ads. En fait, c'est ridicule et c'est contre-productif. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la méthodologie simple, donc si vous êtes bien accompagné, la méthodologie simple, si tu veux, pour identifier, corriger les fuites budgétaires, c'est d'y aller par palier. Quelles sont les fuites budgétaires au niveau de mon compte? Donc, est-ce qu'il y a des types de campagnes qui sont, par exemple, inutiles, qui ne génèrent pas de ROAS, ou alors qui sont identifiés comme haut de funnel, mais on arrive à mesurer leur performance dans la chaîne de conversion. En gros, la première fuite budgétaire, ça serait mon compte tourne depuis plusieurs mois, quelles sont les campagnes qui ne sont pas au niveau? Je les exclus. Donc déjà, c'est la première fuite budgétaire. Dans les campagnes qui tournent et qui fonctionnent, est-ce qu'il y a des mauvais placements? Donc réseau de recherche, réseau display ou autre mauvais placements, tout ce qui est app mobile, etc. Donc il faut vraiment aller sur les différents types de placements, les sites, etc. et exclure tout ce qui ne fonctionne pas ou ce qui est spam. Ensuite, quand on rentre dans les groupes d'annonces, donc les mots-clés, quels sont les mots-clés qui ne génèrent pas de conversion depuis 2-3 mois? Tout de suite les mettre en pause, c'est une fuite budgétaire. Et tous les mots-clés qui génèrent des conversions, par définition, génèrent aussi des termes de recherche connexes, lesquels ne sont pas bons, lesquels il faut exclure. Donc, ce sont les listes de mots-clés à exclure qu'on expliquait. Au niveau de l'annonce, ça va être le CTR. Est-ce que mon annonce correspond aux mots-clés qui déclenchent l'annonce? Si mon CTR est bas, donc en dessous de 5%, ça dépend des business, dans ce cas-là, revoir les wordings, ça va améliorer le taux de clic, donc baisser ton CPC et donc améliorer ton quality score, etc. Et ça te permet, en fait, finalement, d'avoir moins de fuite budgétaire au niveau de l'annonce. D'accord. Pareil, il faut mettre des extensions d'annonce à jour pour améliorer le CTR. Si jamais on a des attaques type concurrent qui clique, robot, installer des outils externes, il n'y a pas que Clickies, il y en a d'autres que je pourrais te donner qui permettent d'exclure ce trafic peu qualifié. Donc concrètement, en fait, c'est un petit peu une synthèse de tout ce que j'ai dit, même si évidemment, on ne couvre pas tout, ça serait trop long à expliquer, mais là on couvre, on va dire déjà le B.A.-ba, 70% des grosses fuites budgétaires que j'observe sur les comptes. Si déjà vous mettez ça en place, vous économisez 30-40% de CPA facile. Et là, concrètement, si une entreprise nous écoute et qu'elle aurait que 30 minutes par semaine à y consacrer, qu'est-ce que ça serait la priorité pour? Priorité numéro 1, priorité absolue, c'est faire liste de mots-clés exclure. C'est là où on va avoir le plus d'impact. Même si tout ce que j'ai dit est important, je pense que voilà, vraiment là où on peut aller chercher de la perf rapidement, c'est les listes de mots-clés exclure. Et si on voudrait automatiser cette lutte un petit peu contre les clics inutiles, est-ce qu'il y aurait une solution? Oui, alors il y en a plusieurs, donc Clickies, comme je l'ai cité, mais en autre solution qui n'est pas forcément payante, c'est de faire en fait des listes d'exclusion d'adresses IP directement au niveau des campagnes, donc soit à la main, soit avec la Google Ads API. Et pour faire ces listes, vous avez des listes sur Internet en fait de robots connus qui vont spammer. Donc là, pareil, je peux envoyer à nos auditeurs cette liste. Globalement, il y a des plages d'adresses IP très connues qui vont spammer les pubs. Et on peut faire des exclusions aussi de pays, donc des plages d'adresses IP, par exemple la Chine, la Russie, etc. Si vous diffusez en France ou en Europe, en exclusion. Et dernière astuce que je peux donner, c'est de regarder les logs sur le serveur du site. En fait, tout robot, toute personne qui accède à ton site internet, il est logué en fait sur le serveur. Il y a son adresse IP, il y a son user agent, il y a plein d'infos, on peut même mettre des firewalls. Donc l'idée, c'est de loguer des patterns qui sont très bizarres. Par exemple, des gens qui vont spam-click un numéro de téléphone de telle heure à telle heure, etc. Et en fait, de prendre ces adresses IP et les intégrer directement dans les exclusions. C'est un petit peu le boulot de Clickies, sauf que là, c'est gratuit, fait à la mano. Et ça permet, en fait, c'est efficace si jamais tu as très peu de mauvais trafic et que tu veux pas installer une solution lourde et que tu veux juste un petit peu filtrer sur, par exemple, 12 mois, 24 mois, etc. ton mauvais trafic, tu peux regarder un petit peu les logs, faire des patterns, faire des poches d'adresses IP et des exclusions pour un peu cleaner ton trafic. Par contre, si tu es sur une attaque assez sophistiquée, assez lourde, il te faut une solution automatique payante. Bon, en tout cas, merci beaucoup Benjamin pour toutes ces explications. C'était très clair et enrichissant. Est-ce que tu as un mot pour conclure ça? Merci à toi Inès, tu as été super dans ce podcast. Du coup, le dernier mot, c'est globalement, faites-vous accompagner par un expert. Checkez tous les points que je viens de vous dire.
Le plus simple, si vous avez un gros budget et que vous êtes intéressé, prenez rendez-vous avec nous. On fera un audit en fait du compte, on fera déjà des recommandations. Et si on bosse ensemble, on va évidemment identifier, analyser tout ce qui est fuite budgétaire, structuration du compte, optimisation. Et vous allez augmenter évidemment votre chiffre d'affaires et votre marge avec nous. Donc voilà, merci beaucoup Inès et à bientôt.